Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition. Les rideaux sont tombés sur le groupe consultatif de Paris. Macky Sall invite les investisseurs à accélérer la réalisation des projets. Le chef de l'État du Sénégal a annoncé une exonération aux opérateurs de téléphonie pour faciliter l'accès à Internet. La plateforme pour la promotion et la protection des droits de l'homme s'impatiente. Elle veut l'adoption de la loi portant statut des Dara et le retrait des enfants de la rue. Elle a interpellé les candidats à la présidentielle. Le monument de Feu Falocène, inauguré ce matin à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. La coordination des étudiants rappelle au gouvernement son devoir d'accélérer la procédure pour arrêter le meurtrier de l'étudiant. Et puis Ismaël Lô, honoré par l'Orchestre Philharmonique de Paris à travers son tube Tadiabone. C'est dans le cadre du programme Playing Philharmonic et la convention de l'UNESCO pour la protection et la promotion de la diversité des expressions qui s'est tenue à Paris. Voilà le sommaire de ce 20h. Dans quelques instants, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Cérémonie de clôture du comité consultatif de Paris. Le président Macky Sall invite les investisseurs à accélérer la réalisation des projets. Il ajoute que le Sénégal est prêt à opérer de nouvelles réformes et que l'avantage accordé aux cimenteries va être revu. Le chef de l'État annonce une exonération aux opérateurs de téléphonie mobile pour accélérer, pour faciliter plutôt l'accès à Internet. On voit tout cela dans cette correspondance signée Chérif Diop. Macky Sall n'y est pas allé de main morte devant les 850 investisseurs du secteur privé. Le chef de l'État a exhorté les acteurs du secteur à être plus compétitifs, travailler vite et mieux. Dans le domaine des infrastructures, par exemple, le président regrette les lenteurs dans certains travaux. À titre d'exemple, la construction de l'université Amadou Mahtar Mbow. Voilà 5 ans que ça traîne. De quoi agacer le président Macky Sall. L'Afrique n'a pas de temps à perdre aujourd'hui. On est obligé de travailler plus vite. Et donc les chantiers doivent être bouclés au maximum sur 2 ans. Il faut que les gens s'adaptent dans cette phase puisque nous devons pouvoir réceptionner tout cela et avec la qualité. Donc il faut que toutes les entreprises et privées en particulier puissent se mettre dans ce registre, ce qui nous a permis d'ailleurs de faire ce qu'on a fait jusque-là. Donc ceux qui ne peuvent pas faire le fast track peuvent s'abstenir le temps que nous, on puisse... je le dis parce que j'ai une université, ça fait 4 ans, elle est là-bas, en chantier ouvert. Et ça, j'invite nos amis du secteur privé national à parler aussi avec certaines entreprises. Il ne faut pas ouvrir une université qui est en chantier depuis 5 ans. C'est pas normal. Pour booster la dynamique du secteur de l'économie numérique, les fournisseurs d'accès à Internet, les FAI, seront exonérés de la redevance annuelle de 200 millions de francs CFA. L'opérateur historique Orange devra également faire un peu plus de place à ces petits poussés du numérique. Dans son allocution, le président Sall a aussi sommé les cimentiers du Sénégal de payer les impôts. Il faut qu'on se parle aussi franchement. On ne peut pas avoir un secteur commercial aussi important que le secteur du ciment qui ne paye pas des impôts sur son activité. Il y a l'économie numérique qui est un secteur essentiel pour nous et pour l'avenir. Nous avions commencé à lancer des FAI, les fournisseurs d'accès Internet. Il faut dire les choses, c'est encore très cher. Donc il faut que les opérateurs nous aident à baisser le prix de l'Internet au Sénégal. D'ailleurs, j'ai décidé de signer un décret pour enlever la taxe qui leur a été demandée, des redevances de 200 millions par an. Ils ne peuvent pas payer cela. Ce n'est pas possible. Donc, il faut aussi que le grand frère Orange puisse, monsieur le directeur général de la Sonatel, puisse faire un peu de place à ces petits opérateurs. Cette rencontre a marqué la fin des travaux du groupe consultatif. Au total, le Sénégal a levé plus de 7 356 milliards de francs CFA auprès de ses partenaires techniques et financiers pour la mise en œuvre du plan Sénégal émergent.
Cherif Diop et puis le club des investisseurs sénégalais dénonce la guéguerre entre acteurs du secteur privé local. Son président Babacar Ngom les invite à œuvrer pour l'union des forces et faire face aux défis. Il a pris part au forum des investisseurs privés à Paris, vous l'avez entendu dans le journal en Wolof de Fatiguan. Et puis à suivre à la fin de cette édition, le journal de ce groupe consultatif. Sabotage du PVE par Anne Guessem, le ministre de la Santé, se veut ferme. Abdoulaye Diouf Sarr estime que ceux qui sont censés mener le programme élargi de vaccination seront contraints de le faire à travers la réquisition. Il s'exprimait en marge du Forum des investisseurs privés à Paris. Ses propos sont recueillis par Cherif Dia. Il s'agit effectivement donc aussi de programme élargi de vaccination et à ce niveau-là, l'État est en train de prendre toutes les dispositions pour que cela se passe de la manière la plus normale. Maintenant, l'appel que je ne cesse de lancer, c'est de demander à nos partenaires de reprendre le travail. Ce que je peux en tout cas dire à l'attention du peuple sénégalais, à l'attention des populations, c'est que l'État fera en sorte que, en matière de santé, que le service se poursuive parce que c'est le rôle régalien que le peuple nous a confié. Mais notamment, les réquisitions effectivement sont bien entendu permis par la loi, ce n'est pas effectivement mais si effectivement il faut le faire pour que le service soit effectivement donné aux Sénégalais, je crois que notre responsabilité en tant qu'État, c'est de faire en sorte que les choses se passent normalement et que les Sénégalais soient couverts en matière de santé. Autre aspect de l'actualité, les députés maires prônent l'augmentation du budget de lutte contre le sida. Le CNLS a décidé d'associer 15 villes, Pékin, Dakar, Guédiawaye, entre autres, pour porter le combat contre le VIH. Et cela a fait l'objet d'un atelier qui s'est tenu ce matin. Compte rendu signé Cher Diop et Pape Sangoné Baye. Les villes s'engagent, une initiative pour lutter contre le sida. 15 collectivités portent le projet. Le Conseil national de lutte contre le sida compte toucher le plus de Sénégalais. Nous, au Sénégal, la stratégie, c'était de voir sur les 45 villes que compte notre pays, quelles sont les villes qui supportent le plus le poids de la maladie. Donc nous avions identifié 15 villes dans lesquelles nous savons que si nous intervenons, nous réglons 60% des problèmes des personnes vivant avec le VIH et aussi 78% des problèmes des femmes enceintes vivant avec le VIH. Donc, de façon très stratégique, donc nous avons noué un partenariat avec ces 15 villes. Le CNLS invite les députés maires à porter le plaidoyer à l'Assemblée nationale pour l'augmentation du budget de lutte contre le VIH-Sida. Elles peuvent nous aider par le plaidoyer à faire de sorte que le budget de l'État augmente pour les antirétroviraux, pour les médicaments, etc. Donc nous comptons sur le plaidoyer des collectivités territoriales. L'autre chose que nous voulons également, il y a des actions qui ne coûtent pas cher. Par exemple, accompagner l'association des PVVIH dans votre localité. Ce qui n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, les maires s'engagent dans ce combat. Nous sommes là dans cet atelier pour vraiment échanger et partager avec toutes les villes du Sénégal. Et nous trouverons des stratégies qui nous aideront à faire beaucoup de progrès dans ce domaine. Un engagement de la part des collectivités territoriales. Aujourd'hui, la lutte contre le VIH-Sida doit effectivement bénéficier de la participation effective des collectivités territoriales. Et l'appel qui a été lancé a été bien compris par les maires ici présents. La discrimination et la marginalisation, deux véritables problèmes des personnes vivant avec le sida. Le CNLS demande à la population plus de soutien et d'assistance à ces personnes. Pendant ce temps, la plateforme pour la promotion et la protection des droits de l'homme veut l'adoption de la loi portant statut des Dara et le retrait des enfants de la rue. Autour d'une table ronde ce matin, ses membres ont interpellé les candidats à la présidentielle sur cette problématique. Compte rendu signé Aïssatou Gueiba. Discuter, échanger sur la problématique du statut des Dara était au cœur des débats pour les acteurs de la plateforme pour la promotion et la protection des droits de l'homme. Une adoption d'une loi pour contrer la question de la maltraitance des enfants de la rue, évoquée par les acteurs. Comment faire pour accélérer le processus d'adoption de la loi
portant statut du Dara, parce qu'on pense que cette loi elle est extrêmement importante. Parce que pour la première fois dans l'histoire éducative du Sénégal, cette loi donne un statut au Dara. Des enfants exploités à des fins économiques. Issa Saka apporte des précisions sur ce phénomène. Les enfants au départ étaient envoyés dans la rue pour leur apprendre l'humilité, pour les former. Mais ce qui se passe maintenant, c'est de l'exploitation économique. Les enfants sont envoyés dans la rue simplement pour chercher de l'argent. Cette formation-là qui leur est destinée ne participe pas à la formation autant. Des études qui nécessitent forcément une sensibilisation des populations sur la conséquence de ces actes. Il faut partir d'abord des populations, parce que c'est un phénomène créé par les populations. Il faut essayer de convaincre les populations que ce n'est pas la bonne voie, de pouvoir peut-être faire de l'aumône quotidiennement. Je pense que c'est peut-être être un peu implicitement partenaire un peu des maîtres coraniques assez véreux qui envoient les enfants dans les rues. Nous avions essayé de créer une initiative à la base, appréciée par l'USAID, qui nous a accompagnés et qui aujourd'hui nous a permis de réduire à hauteur de 80% la mendicité des enfants et la maltraitance de ces enfants-là dans notre commune. Ces acteurs espèrent une participation des candidats à l'élection présidentielle à travers leur programme pour trouver une meilleure place à ces enfants victimes de maltraitance. Aïssatou Gueye-Ba, un mécanisme d'accompagnement pour le retour des migrants mis sur pied à travers un plan stratégique opérationnel. C'est une annonce du directeur des Sénégalais de l'extérieur lors de la célébration de l'anniversaire de la journée des migrants qui s'est tenue ce matin, compte rendu signé à Fatoumata Touré et Diafar Abba. Ce 18 décembre est célébrée la journée internationale du migrant. Occasion saisie pour évaluer le travail entamé par le gouvernement du Sénégal depuis 2013. La direction des Sénégalais de l'extérieur œuvre pour l'amélioration des conditions de vie des migrants. Celle qui est plus actuelle et qui aujourd'hui est une préoccupation largement partagée, c'est celle qui consiste à mettre en place un mécanisme d'assistance au retour et à la réintégration économique et sociale. Depuis plus de 2013, plus de 6 000 Sénégalais ont été accompagnés au retour. Plus de 6 000 Sénégalais. Et ils sont en train tous d'attendre leur seconde chance émanant du gouvernement de la République du Sénégal avec ses partenaires au développement. Sur ce, un contrat d'accompagnement sera signé avec près de 6 000 migrants qui sont revenus au bercail. Et ce contrat d'accompagnement, il est très simple. Le projet sera mis à la disposition après un bilan de compétences de ces Sénégalais qui ont été rapatriés. Et ce bilan de compétences va identifier le métier voulu ou le métier que nous portons. Face à ce phénomène, ce migrant exhorte l'État du Sénégal à trouver des solutions définitives. Ces jeunes, ils partent par manque d'emploi. Mais s'ils avaient quelque chose à faire dans ce pays, je pense qu'ils ne quitteront pas. Et ça, l'État doit prendre ça en charge. Puisque c'est un phénomène vraiment qui a atteint son paroxysme. Le thème retenu cette année, gouvernance inclusive de la migration, retour et réintégration des migrants et investissement productif de la diaspora. 2 milliards de francs CFA sera décaissé par le gouvernement pour financer le projet élaboré par des migrants de retour, ceci pour diminuer considérablement l'immigration irrégulière. Toujours à propos de cette journée pour lutter contre les trafics de drogue et de migrants, le blanchiment d'argent, le djihaba exhorte les États à prendre en charge les préoccupations des jeunes. L'organisation sous-régionale et ses partenaires comptent pour sa part sensibiliser la jeunesse pour lutter contre ce fléau qui prend de plus en plus d'ampleur dans la sous-région. Abba Kimé Lablo, le directeur général de djihaba Ouest Afrique, que je vous propose d'écouter au micro d'Abdourahmane Diallo. Comme vous le savez, les jeunes sont les victimes aussi bien passives qu'actives des crimes transnationaux organisés. Ils sont utilisés dans les trafics de drogue, ils sont les victimes du trafic de migrants, d'exploitation sexuelle, ils commettent la cybercriminalité.
Et cela a des conséquences néfastes pour les États, puisque lorsque l'avenir de la jeunesse est affecté, c'est l'avenir aussi de nos États qui peut souffrir. C'est pourquoi le Centre de la CEDEAO pour le développement du genre et le JABA ont cru devoir organiser ce forum pour sensibiliser d'une part la jeunesse et d'autre part les femmes sur leur rôle et responsabilités dans la lutte contre le crime transnational organisé. Il s'agira donc pour les jeunes de leur faire savoir les conséquences néfastes de ces crimes pour leur avenir et aussi pour les acteurs en charge de la protection et de la promotion des droits des jeunes de définir des stratégies communes pour pouvoir éradiquer, sinon atténuer, le crime transnational organisé dans nos États respectifs. Sur le front social, à présent, à l'instar des autres travailleurs du CMS de Kaolack, eux aussi se sont levés pour barrer la route au nouvel administrateur, M. Maïdione. Ils ne veulent pas d'un homme politique au risque de vider les caisses du CMS pour financer la campagne électorale du camp au pouvoir. Là-dessus, nous écoutons les explications de leur porte-parole. Il s'appelle Laurent Césaire Colli, interrogé par Ibrahim Diamé. Aujourd'hui, nous sommes là, à l'instar de toutes les directions régionales du Crédit Mutuel, pour tenir ce point de presse, pour manifester notre mécontentement, notre désarroi face à la décision du ministre des Finances et du Plan. Nous disons non à cela et on a demandé à ce que cette administration provisoire soit mise fin. Il faut avoir le sens de la patrie. Cette personne-là n'a aucune valeur qui puisse nous permettre de l'accepter dans nos rangs pour nous diriger. Nous disons non et nous allons continuer à dire non. Nous nous lèverons jour et nuit pour nous opposer de la manière la plus farouche. On a beaucoup d'armes et nous n'hésiterons pas de les brandir. Jusqu'à la désaffiliation des caisses de base à cette fédération. Si toutefois le ministre persiste. Et nous lançons un appel au président Macky Sall qu'il prenne ses responsabilités et qu'il régule les grandes instances de cette institution qui est le Crédit Mutuel. Nous savons ce que le Crédit Mutuel peut apporter pour ce pays et continue d'apporter. Nous comptons aujourd'hui près de 2000 salariés qui comptent sur cette institution-là. Et nous n'allons pas accepter pour un rien que cette personne, ou bien en fait le ministère de l'économie et des finances, pille notre institution. On ne va pas l'accepter. Nous refusons la politisation de notre institution. Dans le sud du pays, plusieurs centaines de manifestants issus des quartiers de la commune de Souy ont battu le macadam pour dénoncer les décisions du préfet du département. Ils l'accusent de donner l'ordre de déterrer des bornes qu'ils ont fixées pour délimiter leur commune. Ils réclament même son départ. Les détails dans cette correspondance signée Boubacar Diassi et Lamine Mandian. Marche des populations de la commune de Souy pour s'insurger contre un certain nombre d'actes posés par le préfet du département. Nous, population de Souy, représentées par le collectif des délégués de quartier, avons le regret de porter à votre connaissance notre indignation par rapport à l'attitude du représentant de l'État, en l'occurrence monsieur le préfet du département de Oussouye, qui a ordonné la destruction des bornes que les populations paisibles de la commune d'Oussouye ont installées pour servir de repères durables sur les terres qui constituent leur terroir. Ces populations ont le soutien de leur maire. Votre attitude est pleine de sagesse et elle prouve encore de plus votre attachement à la paix et au bon voisinage. C'est aussi un signal fort adressé au préfet du département, M. Ismaël Ibrahim Ndiaye, l'autorité administrative, pour que cesse la politique de l'Autriche, le laxisme et le mépris constatés ces derniers temps face aux populations. Les marcheurs se rendent à la préfecture et certains d'entre eux demandent même le départ du préfet. Bon, dans la forme, je félicite les organisateurs de la marche qui ont su dérouler la marche sans aucun incident. Maintenant, dans le fond, nous avons bien noté les préoccupations des populations
nous transmettrons à l'autorité. Les populations d'Oussouye promettent de revenir à la charge si leurs doléances ne sont pas satisfaites. L'annoncer dans les titres de cette édition à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Les étudiants ont inauguré le monument du défunt étudiant Fallou-Sène décédé le 15 mai dernier suite à des échauffourées entre étudiants et forces de l'ordre. La coordination des étudiants rappelle au gouvernement son devoir d'accélérer la procédure pour arrêter le coupable. Ousseynou Diop, Habib Seck. La coordination des étudiants de Saint-Louis a organisé ce mardi une journée de procession et de recueillement en la mémoire de leur camarade Fallou-Sène, décédé le 15 mai dernier. La coordination des étudiants de Saint-Louis tient à attirer l'attention de la communauté pour dire que jusqu'à présent, 7 mois et poussière, il n'y a pas encore de justice. Il faut qu'il y ait justice, il faut que le droit soit dit sur toute sa rigueur. L'autre chose, nous tenons à lancer un appel solennel et vibrant à l'endroit des étudiants des autres universités du Sénégal. Parce que quoi qu'on puisse dire, la cohabitation entre étudiants, c'est une nécessité. Après l'inauguration du monument érigé en quelques mètres du centre régional des œuvres universitaires de Saint-Louis, ses camarades réclament la lumière sur le dossier Fallou-Sène pour que la loi soit appliquée. C'est bien de constater que nous, lorsqu'on fait des mouvements, on utilise aussi une certaine stratégie qui est imprévisible. C'est ce qui fait que la CSL est hermétique dans ce sens-là. La lourde artillerie, on peut parler donc des cessations de tout, des descentes sur la nationale, parce que aussi on ne peut pas remplacer ce camarade qui a été tué. Les autorités du CROUS ont participé à cette journée. Le directeur Pabirama Faye a profité de son face-à-face avec les étudiants pour appeler l'État et les pensionnaires de Sanar à travailler ensemble pour éviter de pareilles situations. Solidarité qui nous amène aujourd'hui à assister avec eux, en tout cas cette journée. Il ne s'agit pas d'oublier parce que ces moments doivent en tout cas nous servir de leçon. Nous devons apprendre donc des réalités de terrain, des actions qui sont posées, en tout cas pour avancer. Et je pense que c'est ça qui va nous rendre beaucoup plus forts. 7 mois après sa disparition, les étudiants sont toujours impatients pour que justice soit faite afin que Mohamed Fallou-Sène puisse reposer en paix dans son village natal. Comité de valorisation des archives à la recherche de la manifestation de la vérité sur les symboliques de l'héritage colonial sénégalais, notamment Thiaroye 44. Selon le professeur Ibader Thiam, les éléments d'information seront mis au crible pour une version beaucoup plus conforme à la réalité. Les explications de Koumba Matlo. C'est dans le souci d'éclaircir les zones d'ombre et de décrypter les événements de Thiaroye 44 que le comité pour la valorisation des archives a décidé d'élargir son champ d'investigation en exploitant les dossiers remis par la France au Sénégal. Il y avait à cette époque à Dakar des ambassades, il y avait des consulats, il y avait des observateurs étrangers qui ont suivi ces événements, qui en ont gardé des souvenirs et peut-être même qui détiennent des pièces d'archives susceptibles de nous aider à la manifestation de la vérité. Un acte jugé historique. L'initiative est appuyée par le gouvernement du Sénégal pour la manifestation de la vérité. Nous le faisons sans haine, nous le faisons pour permettre à nos anciens combattants d'avoir la dignité nécessaire pour pouvoir prétendre aux droits qu'ils ont. Et c'est la raison pour laquelle nous avons obtenu la participation de cette assemblée extrêmement importante, au cours de laquelle nous allons certainement entendre beaucoup de choses particulièrement passionnantes. Cette reconstitution intervient dans un contexte de réécriture de l'histoire du Sénégal. Les informations recueillies à la suite de ce pré-colloque et à la suite du colloque que nous allons tenir puissent être utilisées dans l'histoire générale du Sénégal, de sorte que la version que nous aurons à donner des faits soit la plus conforme possible à la vérité. Le pré-colloque sur le thème Thiaroye 44, le prix de la liberté, se poursuit jusqu'au 19 décembre. Il sera suivi d'un colloque pour constater l'état d'avancement des faits. Puis en politique, Pierre Atepa Goudiaby a déposé sa candidature au Conseil constitutionnel pour la présidentielle de 2019. Son mandataire Mbaye Sylla Khouma en a profité pour inviter tous les candidats en débat politico-économique. Je vous propose de l'écouter. Ces propos sont recueillis par Habib Faye. Politico-économique, lors d'une élection présidentielle, participe de la nourriture du débat démocratique.
les gens doivent effectivement, ils ont le devoir, je pense, d'expliquer aux Sénégalais leurs propositions, leurs projets présidentiels, leurs projets de société. Et ceci doit se faire en confrontation, entre guillemets, avec les autres candidats pour que le peuple puisse juger. Et on peut effectivement dire qu'on est candidat pour l'élection présidentielle sans un projet clair de qu'est-ce que c'est la vision que vous avez pour le Sénégal, quel est le projet présidentiel, quel est le projet économico-social que vous avez pour le Sénégal. Ça, je pense que c'est quelque chose de tout à fait aussi bien pour le président sortant que ceux qui tentent effectivement donc de venir prendre sa place. Le débat doit s'imposer. Et je ne comprends même pas cette réaction de l'équipe gouvernementale qui dit que le candidat ne participera jamais à un débat. Je ne trouve pas ça tellement normal en fait, du point de vue de ce qu'on observe dans le monde entier. Le débat doit s'imposer. Et puis l'UNACOIS qui déclare la guerre à la compagnie sucrière sénégalaise. Désormais, l'Union compte recommencer les importations de sucre pour le Sénégal. 150 000 tonnes prévues pour l'année 2019. L'UNACOIS se dit prêt à en découdre avec tout ce qui vaudrait lui barrer la route. Je vous propose d'écouter Ousmane Sindiaye, le directeur exécutif interrogé par Habib Faye. La compagnie sucrière mène une campagne de désintoxication, de désinformation et de surcroît de chantage. Ou cherche même, parce que c'est lui prêter une force qu'elle n'a pas. Elle cherche à exercer un chantage sur le gouvernement, sur les populations et sur les commerçants. Et comme à son habitude et à chaque veille de campagne électorale, et nous leur disons que ça ne marchera pas. C'est terminé. Nous avons résolument décidé de reprendre l'exercice intégral de nos droits d'importation en main. Aucune restriction légale, il n'y a aucune interdiction d'importer du sucre au Sénégal et dans la sous-région. Nous disons vraiment trop et c'est terminé. Donc nous ne ferons plus de concessions à la compagnie sucrière. On est résolument décidé à lui faire face. Cette année, nous avons importé 60 000 tonnes. Ces responsables se mettent à râler. L'année prochaine, c'est un engagement, nous importerons 150 000 tonnes parce que le droit est avec nous. Et puis Reporters sans frontières a publié son rapport pour 2018, un rapport assez funeste pour les journalistes avec 80 assassinats et plusieurs centaines de cas d'enlèvement dans le monde. Les détails dans cet élément signé Cheikh Hassan Affal. 2018, une année assez macabre pour les journalistes de par le monde. Le rapport de Reporters sans frontières fait état de 80 journalistes tués, 60 détenus comme otages, 348 emprisonnés et 3 portés disparus. Sur les 80 reporters assassinés, 49 ont été abattus sciemment à cause de leur profession et de leur enquête qui dérangeait les intérêts d'une telle ou telle autre autorité politique. Parmi ceux-là se trouve le cas des journalistes slovaques Jan Kuciak et du saoudien Jamal Khashoggi, assassinés au consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul le 2 octobre dernier. En 2017, Reporters sans frontières dénombrait le plus bas nombre de journalistes professionnels assassinés, avec seulement 55 cas. Mais en 10 ans, le rapport tire un triste bilan, car de 2008 à 2018, la corporation aura perdu pas moins de 702 journalistes professionnels morts dans l'exercice de leurs fonctions. Un mot de culture dans cette édition, Ismaël Lô, musicien sénégalais, chanté par l'Orchestre Philharmonique de Paris à travers son tube Tadiabone dans le cadre du programme Playing Philharmonic et la Convention de l'UNESCO pour la protection et la promotion de la diversité des expressions qui s'est tenue à Paris. Une forme d'hommage rendu donc à Isolot avec une reprise de Tadiabone par des centaines d'instrumentalistes. Ibou Diouf. J'ai besoin de Frédéric sur scène et est-ce que je pourrais demander à notre compositeur Ismaël Lô. Même le mythique orchestre philharmonique n'a pas résisté au talent de l'artiste sénégalais. Ce tube Tadiabone l'a fait connaître au grand public pour rendre hommage à celui qu'on surnomme le Bob Dylan africain. La formation musicale de la Société Générale n'a pas cherché travail. Chanson locale connue des férus de world music en hommage à la dimension musicale des Isolot. Avec son harmonica et sa guitare, l'artiste a donné au trépidant ballard sénégalais une autre touche, un son mélodique, parfois proche du rhythm and blues. En marge
charge de la 12e session du comité intergouvernemental de la Convention de l'UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions, l'orchestre philharmonique a chanté à sa manière l'auteur, compositeur et interprète sénégalais Ismaël Lo. Ce concert du 10 décembre dernier s'est tenu dans le cadre de Playing for Philharmonie de Paris, une idée originale de la Société Générale, fruit d'une rencontre inédite entre deux mondes parfois distants, l'entreprise et la musique. L'orchestre philharmonique a revisité ce titre avec une orchestration inédite soutenue par un corps des instrumentistes chevronnés à la découverte de nouvelles sonorités bien loin de leur environnement de tous les jours. Une salle Liès a accompagné l'orchestre en chantant Tayabon, une reconnaissance de la culture sénégalaise à travers la musique. Un clin d'œil aussi pour le grand isolé. La page des sports avec l'arène nationale. Les populations riveraines qui réclament des postes pour la gestion et la sécurité de leur cadre de vie. L'assainissement également fait partie de leurs revendications. Ces populations de Pékin Nord ont tenu une assemblée générale. Leur porte-parole que je propose d'écouter au micro de Salif Sow. Et donc, comme vous le savez, il y a eu des problèmes au moment de la saison des pluies. Il y a eu une inondation des quartiers, des maisons riveraines. Donc, ce qui nous a poussé à aller à demander à voir le ministre pour qu'il puisse éventuellement nous édifier et nous apporter sa vision de ce qui va être concernant l'assainissement autour de l'arène. Il a tenu quand même à nous recevoir, le collectif, donc pour nous éclaircir que les travaux concernant l'arène nationale ne sont pas encore finis. Mais comme il y avait l'arrivée du président chinois, donc ils avaient trouvé opportun, avant l'inauguration de l'arène, de pouvoir faire une remise symbolique. L'arène actuellement, il est implanté et on attend que son ouverture. Ce que nous voulons actuellement, c'est que le gouvernement puisse continuer les travaux et terminer l'assainissement en premier lieu. Nous créer un poste de police qui pourra s'assurer de la sécurité de l'arène avant, après les combats. Et en même temps aussi essayer de voir les postes à pourvoir au niveau de l'arène pour que nous qui sommes habitants de l'arène puissions en profiter pour les postes que nous trouverons à notre portée, en quelque sorte. Puis en football, les deux clubs sénégalais engagés en Coupe d'Afrique ont perdu 2-0 en manche aller au Maroc. Le retour qui s'annonce difficile ce week-end. La clé de la réussite réside dans l'efficacité en attaque. Un sujet signé par Faraning et Youssou Baro. 2-0, c'est le score infligé à Génération Foot et Djaraf en terre marocaine dans les compétitions africaines. Deux défaites qui se justifient peut-être par le standing des adversaires. Le club le plus titré est tombé sur le Wydad Athletic Club, qu'on ne présente plus en Afrique. Deuxièmement, tout le monde sait que voyager, aller au Maroc, gagner, c'est très difficile. Très difficile. Pour ce qui concerne Génération Foot à Agadir, c'est aussi la même situation. Tous les deux clubs sénégalais ont été battus 2-0. J'avais beaucoup d'espoir au vu des résultats qu'ils ont réalisés au premier tour. Mais là, perdre 2-0 pour toutes les deux équipes, vraiment c'est inquiétant. Malgré les 2 buts à remonter, les deux clubs gardent encore leur chance pour passer ce cap. De la détermination et de l'efficacité seront toutefois nécessaires. À ce niveau, c'est le mental. C'est le mental. C'est le mental, c'est l'environnement, le contexte. Donc il faudra les motiver, il faudra qu'ils rentrent bien dans leur match et essayer de marquer le plus tôt possible. Il faut marquer des buts. Il faut faire preuve d'efficacité. Marquer des buts très tôt et montrer aussi que nous sommes à domicile. Une tâche difficile avec la fuite des talents et la guerre entre présidents des clubs locaux. Il faut faire ce que Oumar Seck
Feu Oumar Seck avait fait. On était amateurs, mais il est allé faire ses emplettes dans la sous-région. Ce qui est dommage aujourd'hui, c'est que ce sont les pays limitrophes qui viennent faire leurs emplettes, entre guillemets, ici au Sénégal. Entre deux présidents, que ça ne puisse pas se régler. Bon voilà, moi je ne comprends pas ça parce que l'équipe qui part, c'est la vitrine du football sénégalais. Donc les joueurs majeurs du championnat doivent se trouver là-bas. Bon, sans parler du recrutement au niveau de la sous-région, mais on n'a pas besoin de ça. Dans le championnat sénégalais, moi je suis sûr et certain qu'il y a de très bons joueurs. Les matchs retour, c'est dans une semaine. Le choix des stades est primordial. Le soutien d'un public utile à Génération Foot et Jaraaf pour gommer les 2 buts de retard et passer au prochain tour. Merci Pape Faraning. Et puis en Angleterre, José Mourinho n'est plus l'entraîneur de Manchester United. Il a été destitué ce matin. José Mourinho remplacé pour le moment par son adjoint Michael Carrick. Mais les Mancuniais scrutent d'autres pistes pour le remplacer. Rappelons que Manchester United va jouer le Paris Saint-Germain en 8e de finale de la Ligue des Champions. Voilà, c'était tout pour ce 20h. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout en images. Mais dans quelques instants, le journal du groupe consultatif de Paris avec Chérif Diop. Excellente suite de programme en compagnie de la télé Futur Média. Au revoir.